Bonjour, bienvenue à Histoire de passer le temps. Pour la saison estivale, nous vous proposons d'écouter les différents panels du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Je cède maintenant la parole à M. Andrew Barros, professeur au département d'Histoire de l'UQAM et spécialisé dans le sujet que nous aborderons au cours du panel aujourd'hui. Donc, M. Barros, je vous laisse la parole. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Alors, j'ai le plaisir d'abord d'introduire Virginie Belloni, qui va nous parler de ce sujet extrêmement intéressant, face au peuple et à l'histoire, le duvalierisme entre la légitimisation et la rationalisation d'un régime. La parole est à vous. Très bien. D'abord, merci beaucoup de me donner la chance aujourd'hui de présenter. Donc, face au peuple et à l'histoire, ça, c'est essentiellement un chapitre de ma thèse de doctorat qui, elle, porte sur les mémoires du duvalierisme au sein de la diaspora haïtienne de Montréal. Ce que j'avais voulu faire avec ce chapitre, c'était entre autres de déjà regarder comment est-ce que le régime lui-même va essayer de s'auto-justifier, de se présenter devant l'histoire, comment est-ce que lui-même va concourir à un premier camp de mémoire qui va aider la manière dont certains vont se rappeler de la dictature duvalieriste qu'il va y avoir en Haïti de 57 à 86. Donc, moi, ce que je fais ici, c'est que je regarde surtout les années 60. On a tout cet élan avec plusieurs publications qui, elles, essaient de justifier le bien fondé du duvalierisme. C'est un peu ça qu'on va regarder ici, très brièvement, bien sûr, à travers quelques thèmes. Là, ici, j'ai mis une petite chronologie de référence auquel je vais peut-être retourner pendant la présentation, mais c'est seulement un peu pour vous aider, pour comprendre un petit peu de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de duvalierisme. Donc, c'est dans un contexte d'instabilité politique que François Duvalier assuma la présidence de la République d'Haïti en septembre 57. Le nouveau chef d'État, qui finit par instaurer une dictature autoritaire et héréditaire, s'empressa de justifier sa victoire aux urnes comme l'édifice d'une nouvelle Haïti, régénéré par l'entremise de son leadership. Donc, les débats sur la nature et les particularités du duvalierisme ont longtemps alimenté des discussions des spécialistes des sciences sociales. Si la propriété violente du régime est surtout l'aspect qu'on reconnaît le plus, il faut dire que cette violence-là, par moment, elle va avoir des aspects plus symboliques. Donc, ainsi, plus que la somme des actions des dirigeants ambitieux, le duvalierisme se voulait, dans les mots de ses doctrinaires, de ses porte-paroles, une doctrine politique. Donc, poussé par un élan d'auto-justification, comme je disais tantôt, ou bien aussi, à mon avis, en tout cas, par une prétention savante, pendant les années 60, on va avoir plusieurs efforts qui vont venir de l'État pour expliquer, rationaliser ce qu'est le duvalierisme. Donc, c'est un peu à cet effort-là que je vais m'attarder ici. Ma communication, elle sera divisée en deux temps. D'abord, dans un premier temps, on va s'interroger rapidement à savoir pour qui est destinée finalement cette doctrine duvalieriste. Et ensuite, à travers un regard sur deux textes, il s'agit du catéchisme de la Révolution de Jean Fourcan et également de l'introduction aux œuvres essentielles de François Duvalier. On va regarder un petit peu comment est-ce qu'on a tenté finalement de faire cette mise en récit du duvalierisme. On va s'intéresser surtout au thème, la manière dont on a instrumentalisé les notions d'histoire, de religion, de révolution. Bien sûr, tout ça va être fait très, très brièvement et c'est seulement un petit peu un aperçu de tout ce qui peut être dégagé si on doit faire vraiment une analyse profonde de qu'est-ce que le discours duvalieriste. Très bien. Donc, pour qui finalement cette doctrine duvalieriste? Donc, dans un premier temps, à mon sens, c'est un discours qui s'adresse aux Haïtiens au sein des frontières nationales, notamment aux intellectuels haïtiens. Il y a beaucoup d'intellectuels haïtiens qui vont participer à cet effort de rationalisation du duvalierisme, que ce soit des sociologues, des historiens. Bien sûr, il y en a qui vont le faire parce qu'ils vont être un peu contraints de le faire, mais il y en a d'autres qui vont être carrément très enthousiastes par rapport à la tâche. Et Duvalier, lui, en tout cas, avant de se lancer en politique dans les années 40, dans les années 30, il avait été un étudiant assez militant, c'est peut-être pas le mot, mais il avait fait partie des cercles intellectuels de l'époque. Il avait publié plusieurs ouvrages, dont la première photo de mon PowerPoint, vous voyez une image d'un livre qui s'appelle « Le problème des classes à travers l'histoire d'Haïti ». C'est un des livres les plus importants que Duvalier a publié, entre autres parce que c'est le seul. Le reste, c'est d'autres personnes qui les ont écrits. Mais c'est un livre où il expose un petit peu sa vision du problème en Haïti. C'est un problème de classe, mais pour lui, c'est un problème de couleur aussi. C'est un problème entre les mulâtres et les noirs. Et c'est un peu comme ça qu'il imagine la société haïtienne. Donc, à mon sens, Duvalier, quand il écrit en français, dans un pays où la majorité des gens ne lisent pas de toute façon le français, s'il le parle à peine, ils ne le lisent certainement pas. Lorsqu'il écrit en français, à mon avis, il écrit surtout à ses homologues en Haïti, donc d'autres intellectuels haïtiens.
Il écrit également à la jeunesse du pays, la jeunesse lettrée bien sûr, parce qu'il s'intéresse plus ou moins au reste. Et on va le voir plus tard lorsqu'on va parler du catéchisme de la Révolution. Pour Duvalier, la jeunesse du pays, c'est sa force révolutionnaire dans le fond, parce que c'est un peu là qu'on va régénérer les futurs duvalieristes. Alors, c'est très important pour lui d'avoir cette attention envers les étudiants haïtiens. Aussi, Duvalier, il s'adresse en tout cas aux Haïtiens à l'étranger. Donc, le phénomène diasporique, il n'est pas nouveau au XXe siècle haïtien, je n'aurai pas le temps de rentrer là-dedans, mais disons qu'à partir de 57 et surtout 64, lorsque Duvalier devient président à vie, tout d'un coup, on a plusieurs diasporas qui commencent à se développer, notamment ici au Québec, et c'est un peu ça que moi je regarde dans ma thèse de doctorat. Mais ce qui va arriver, c'est que cette diaspora-là, dans les années 70 en tout cas, 60 et 70, elle va commencer à regarder ce qui est produit en Haïti et elle va produire son contre-discours, c'est-à-dire elle va se mettre à contester finalement le discours duvalieriste et à vouloir, si on veut, démystifier la chose. Et ça, c'est important parce que ça m'amène à un autre auditoire, c'est-à-dire le public international. Le duvalierisme, en tout cas Duvalier, le président Duvalier, il a besoin de fonds, hein, il ne peut pas vivre comme ça. Il faut qu'il y ait du tourisme, il faut qu'il y ait de l'investissement en Haïti. Donc, une des justifications qui va être utilisée pour certains de ces ouvrages, pas dit comme ça, mais en fait, c'est surtout parce qu'on veut encourager les gens à aller dans les plages haïtiennes, on veut encourager les gens à venir investir en Haïti. Alors, on va essayer de dire, oui, il y a de la violence, mais on est quand même en Haïti, donc c'est différent, c'est pas comme ailleurs, la démocratie, ça marche pas partout. Donc, ce sont des thèmes qu'on va voir revenir souvent dans certains écrits, et on le verra lorsqu'on parlera de l'introduction des œuvres essentielles avec De Catalogne. Donc, il y a peut-être un autre auditoire qui pourrait être l'Archive noire, mais je ne vais pas trop rentrer là-dedans pour l'implémentation, mais c'est important de le mentionner, je crois. Je pourrais peut-être dans la période de questions, si vous voulez en savoir plus, en parler. Donc, maintenant, parlons du catéchisme de la Révolution, qui est vraiment un bijou de ce corpus duvalieriste-là. Malheureusement, pour des raisons de temps, j'ai dû me limiter à quelques extraits seulement, mais c'est vraiment merveilleux comme livre, pour toutes les mauvaises raisons, mais bref. Donc, déjà en 61, ce qu'on va remarquer, donc avant la publication de ce livre-là, c'est que Duvalier va publier Face au peuple et à l'histoire. J'ai repris un peu ce titre-là pour ma présentation. Et ça, c'est un effort de recueillir, en fait, c'est un recueil en soi, de discours duvalieristes. Où est-ce qu'on retrouve un petit peu, si on veut, la grille de lecture qui va être utilisée constamment pour parler de Duvalier. Donc, Duvalier, c'est un homme qui est un intellectuel, qui aime la population haïtienne, un docteur, c'est Papa Doc. Déjà, le surnom, il arrive dans les années 60. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est aider cette pauvre population haïtienne qui est affligée de toutes sortes de choses qui ne sont jamais vraiment nommées. Donc, l'ennemi n'est jamais vraiment très clair, mais l'ennemi est présent. Et Duvalier, lui, c'est de manière très désinvolte qu'il rentre en politique seulement pour... Donc, c'est quelque chose qu'on voit déjà en 61. Par contre, ce qu'il y a eu en 64, c'est que Duvalier, il devient président à vie. Et à partir du moment où il est président à vie, là, vraiment, on a l'impression que le gouvernement, vraiment, il se met à l'aise. Il veut vraiment justifier d'une manière plus réfléchie pourquoi il est au pouvoir. Donc, le catéchisme de la Révolution, c'est un peu ça qu'il fait. Donc, si vous êtes catholique, pour ceux qui le sont, c'est quand même assez impressionnant de voir ce qu'on retrouve là. Donc, on a une liste de sacrements duvalieristes, on a 10 commandements duvalieristes, on a une oration dominicale. Donc, vraiment, tout y est. Une citation qui a retenu en tout cas beaucoup mon attention, c'est une parmi d'autres, comme je disais tantôt, c'est magnifique, se retrouve dans ce pamphlet-là, c'est que le catéchisme soit le livre de chevet de tous les bons duvalieristes, je cite, c'est-à-dire ceux-là qui savent que le président Duvalier, étant un sacrifié, mérite d'être aidé, encouragé et défendu, tous ceux-là qui croient professe la doctrine duvalieriste dans l'ordre, la discipline et la dignité. Donc, j'ai repris également l'orthographe et la syntaxe comme elle était dans le document, donc avec des majuscules à des moments un peu étranges. Donc, d'emblée, en plus de dépeindre Duvalier comme un messie souffrant, Fourcan, l'auteur, établit un rapport entre ces bons duvalieristes, on doit déduire ces mauvais duvalieristes. Cette dichotomie en doctrinaire authentique et réactionnaire constitue un thème central du texte, allégeance à Duvalier ne pouvant être que complète. Les mots ordre, discipline et dignité font ressortir un petit peu le caractère qui est fascisant du duvalierisme. C'est un thème sur lequel je ne vais pas trop revenir dans la présentation, mais dans mon chapitre, c'est quelque chose qui prend un peu plus de place. Parce qu'il y a tout un débat à savoir est-ce que le duvalierisme est-ce que c'était un cas de fascisme tropical ou pas, et moi j'essaie de ne pas me positionner là-dessus. Mais il faut quand même mentionner que l'historiographie, elle, en tout cas, elle se questionne sur cela. Donc, plus tard, reprenant un thème étant désormais coutumier, tant dans les discours de Duvalier que dans le catéchisme, on insiste sur la manière dont les héros de la Révolution, y compris du Marseille estimé, qui est un président qui vient au XXe siècle, subsistent dans la personne de Duvalier. Donc là, j'ai une citation qui est assez intéressante. Ça commence par... en fait, la question, c'est... normalement, le catéchisme de la Révolution, je ne l'ai pas mentionné, c'est un livre... On a très peu d'informations par rapport à
à la manière dont il a été distribué, mais on sait qu'il s'est retrouvé dans certaines écoles et qu'il s'est retrouvé dans la main de certaines personnes qui allaient le lire finalement à voix haute comme ça, des gens qui n'étaient pas forcément éduqués. Donc, même des gens qui n'étaient pas à l'école avaient quand même eu l'occasion de se familiariser avec ce texte-là. Cela dit, on n'a pas une vraie histoire sur sa diffusion. Ça, c'est des choses que j'ai pu découvrir à travers une enquête orale que j'ai faite. Je pourrais revenir là-dessus un peu plus tard. Donc, la question que le professeur est censé poser aux élèves, c'est qu'est-ce que Dessalines, Toussaint, Christophe, Pétion et Estimé? Déjà, on a qu'est-ce que au lieu de qui est. C'est déjà assez intéressant comme stylistique. Et la réponse, c'est Dessalines, Toussaint, Christophe et Pétion. Et Estimé sont les 5 fondateurs de la nation qui se retrouvent dans François Duvalier. La dernière question, c'est faut-il conclure qu'il y a 6 présidents à vie? Parce que là, Duvalier est déjà président à vie. Et la réponse est non. Dessalines, Toussaint, Christophe, Pétion et Estimé sont 5 chefs d'État distincts, mais qui ne forment un seul président, François Duvalier. Donc, ici, la machine duvalieriste présente non seulement une vision qui évacue tous les hommes d'État depuis la Révolution, à l'exception du Marseille Estimé, mais aussi en suivant une logique circulaire. Elle assoit le bien fondé du duvalierisme pour l'incarnation mythique des héros nationaux. L'insistance sur Dessalines qui vient avant Toussaint, ce qui, normalement, si on suit la chronologie des événements de la Révolution haïtienne, Toussaint vient avant Dessalines. Duvalier se fout un peu de Toussaint, c'est Dessalines qui l'intéresse surtout. Donc, l'inclusion de Dessalines, elle n'est pas anodine. Dans sa fonction de père fondateur de la nation haïtienne, il évoquait un passé glorieux, mais désormais lointain, dans lequel Duvalier voulait consigner ses efforts. Donc, Duvalier, souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va présenter l'histoire d'Haïti comme étant une histoire vraiment accablante, où les Haïtiens, justement, sont attaqués tout bord, tout côté. Comme je disais tantôt, les ennemis sont jamais très clairs. Tantôt, c'est la France. Quand ils s'adressent aux États-Unis, ce sont les communistes en Haïti, parce que, bon, le mot communiste, c'est la plus belle chanson aux oreilles du gouvernement américain à l'époque. Mais c'est ça, règle générale, c'est pas nécessairement si clair. Tout ce qui est clair, en tout cas, c'est que c'est Duvalier qui doit et le seul qui peut sauver la nation. Donc, cette idée-là, elle revient souvent. Et comme Dessalines est le héros et le père fondateur par excellence, c'est souvent pour ça qu'on revient à lui. Mais il y a également la mention d'Estimé sur laquelle on doit s'attarder un instant. En effet, cette mention interpelle formellement les bouleversements de l'année 1946, tandis que pour la première fois depuis l'occupation américaine d'Haïti, la République antillaise réussit à conduire un président noir, issu d'un secteur non privilégié de Port-au-Prince au pouvoir. Le duvalierisme devait par conséquent s'inscrire en continuité avec l'héritage révolutionnaire de 1804, mais également l'héritage révolutionnaire de 1946. Voilà. Si ça vous intéresse, je pourrais revenir à pourquoi 46 est important, mais passons. Donc, comme évoqué il y a un instant, l'aspect historique est très important pour Duvalier, mais ce qui est aussi important, c'est la manière dont l'histoire, elle sert un petit peu aussi à Duvalier. Il y a une façon dont Duvalier va se présenter lui-même dans ses discours, mais également dans les récits duvalieristes, où est-ce qu'on se rend compte que finalement, ce que Duvalier il a à accomplir, c'est une mission qui est carrément sacro-chrétienne. Donc, on l'a vu tantôt avec le langage, hein, des histoires de commandement, rédemption et tout ça. Donc, en outre, des termes comme rédemption, sacrifice, crucifixion, c'est des mots qu'on va retrouver beaucoup dans le catéchisme de la Révolution, mais également dans d'autres écrits duvalieristes. Donc, selon l'avis d'historiens comme David Nichols, lui, c'est un des historiens qui s'est le plus intéressé à Duvalier, de façon sérieuse, parce que beaucoup de gens écrits sur Duvalier, c'est pas tout ce qui a été écrit qui est très sérieux, mais lui, son travail est quand même assez bien. Selon lui, découle cette idée que Duvalier était à la fois un apôtre et un messie envoyé pour protéger la nation haïtienne, une nation avec laquelle il est entré en communion. Donc, encore une fois, ce langage très religieux. Maintenant, comme Nico je le dis, et ça, je pense que c'est important de le mentionner, il faut rappeler que quand même, on est en Haïti et que Duvalier, tout ce langage avec si on veut, des connotations religieuses, elles ne reflètent pas que la réalité d'un christianisme en Haïti, 3 petits points là-dessus, mais ça reflète également la manière dont Duvalier va savoir comment s'approprier certaines figures du panthéon vaudou. Donc, par exemple, Duvalier avait tendance à s'habiller avec un chapeau très haut, noir, et avait une voix nasale. Et il y a une loi dans le panthéon vaudou qui s'appelle le Baron Samedi, qui essentiellement physiquement ressemblait beaucoup à Duvalier. Donc, Duvalier il y aura cette double identification. Duvalier comme le Messie, Duvalier comme essentiellement Jésus, mais Duvalier aussi comme le Baron Samedi. Duvalier va jamais vraiment faire d'efforts pour démystifier la chose, pour être clair par rapport à ça. Il y aura toutes sortes de rumeurs qu'il y a des services de vaudouisants au Palais national, qu'il y a des grands ministres qui sont en fait des grands prêtres du vaudou, qu'il y a des femmes proches du Duvalier qui sont en fait des mambos, donc des prêtresses du vaudou. Vrai ou pas, on a besoin de plus d'études là-dessus. Pour le moment, tout ce qu'on a, c'est beaucoup de des trucs sensationnels qui sont pas toujours très proches de la réalité. À mon avis, en tout cas, mon avis est très humble, bien sûr.
Mais on sait en tout cas que Duvalier ne va pas essayer de clarifier la chose. Et ça, c'est quelque chose qu'il fait très souvent. Quand il y a des rumeurs, Duvalier n'intervient pas. Parce que finalement, le secret lui est très utile. Ça devient une arme psychologique. Donc les gens se disent, non seulement on risque de me tuer physiquement, mais en plus on risque de faire quelque chose à mon corps, faire quelque chose à mon âme. Donc ça ne finit plus. Duvalier va me posséder à jamais. Donc il va utiliser ça à son avantage. Donc c'est ça pour les œuvres essentielles. Pardon, pas pour les œuvres essentielles, pour le catéchisme de la Révolution. Et donc, le catéchisme, il va vraiment tourner autour de ces termes religieux-là et va vraiment demander, un effacement complet de soi au nom de la Révolution, parce que la Révolution duvalieriste, elle est plus grande que nous. On doit tous y participer, mais elle est plus grande que nous. Elle est au nom de Duvalier, mais Duvalier agit en notre nom, donc c'est correct. Donc, c'est un peu ça l'idée qui ressort. Maintenant, pour les œuvres essentielles, je sais que j'ai parlé beaucoup, alors je vais essayer d'accélérer un peu, mais c'est encore un autre ouvrage vraiment, vraiment important. Au fait, ici, je vais uniquement me concentrer sur l'introduction des œuvres essentielles qui a été écrite par un certain monsieur qui s'appelle Gérald de Catalogne. Et ça, c'est important. Gérald de Catalogne, c'est le deuxième dans les hommes qui sont debout. C'est le deuxième, le monsieur blanc, c'est lui. Et donc, et au fait, son phénotype est important. J'aurais peut-être pas le temps de rentrer là-dessus dans la présentation d'aujourd'hui, mais c'est pas rien, au fait. Vu que le duvalierisme se présente comme une révolution pour la classe moyenne noire, pour une classe moyenne qui a été opprimée par une minorité de mulattes qui a été au pouvoir, notamment pendant l'occupation américaine, c'est pas rien qu'un monsieur phénotypiquement qui a l'air blanc se retrouve être doctrinaire de cette politique de Duvalier. Donc, qu'est-ce que c'était que les œuvres essentielles? Bon, c'est un projet, je vais même pas lire, je vais y aller avec mes notes. C'était un projet qui a été lancé en 1966. De 66 à 68, il y a eu 4 volumes. Et dans ces 4 volumes, ce qu'on a essayé de faire finalement, c'était dans le premier volume qui s'appelle Éléments d'une doctrine, on reprenait les écrits de Duvalier pendant les années 30. Dans le deuxième volume, dans la marche à la présidence, on s'intéressait à la campagne de 57, donc comment est-ce que Duvalier est arrivé au pouvoir. Dans les 2 autres volumes, on reprenait ses discours. Et les quatre tomes comme ça, devaient nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que toute l'histoire d'Haïti s'en allait dans la direction où finalement Duvalier serait président, et pourquoi est-ce que, voilà, il est effectivement le Messie. Parce que si on regarde l'histoire de notre pays, tout semble aller dans le sens où on va finir par avoir un président comme Duvalier qui, lui, a une connaissance telle du peuple, qui a un amour tel du peuple, encore une fois, une nation avec qui il rentre en communion constante. Donc, Gérald de Catalogne, c'est intéressant, c'était que c'est un homme qui est né en Haïti, au Cap-Haïtien, c'est un Capois, il va être en France, il va vivre là pendant un bon moment, il va écrire plusieurs écrits, il va être très influencé par le fascisme français à l'époque, il va être très influencé par les écrits de Charles Maurras, il va revenir en Haïti au milieu des années 30 et finalement dans les années 60, il se retrouve dans le gouvernement duvalieriste. Maintenant, même si c'est difficile de dire, de faire une ligne droite entre lui dans les années 30 et lui dans les années 60, c'est quand même exceptionnel qu'il se retrouve à écrire pour Duvalier. Donc, dans l'introduction des œuvres essentielles, ce qu'il fait essentiellement, c'est 2 choses. C'est qu'il envoie des fleurs à Duvalier, comme ils font tous. Duvalier est super, Duvalier est génial, mais c'est aussi une occasion, c'est une occasion de demander de l'aide financière finalement pour Haïti. Voilà, une citation qu'on a ici par rapport à la façon dont il vante Duvalier, ça veut dire que si la politique est pour certains une école d'avarisme et un moyen de domination, il arrive qu'elle devienne pour d'autres le résultat d'un effort pour défendre le bien commun et l'intérêt général. Là, on a une époque où vraiment les Duvaliers s'accaparent les ressources de l'État. Donc, on est vraiment très, très loin de la réalité. De Catalogne, règle générale, se méfie énormément de tout ce qui a rapport avec la démocratie et souligne que, par exemple, ce qui est bien pour l'Occident n'est pas forcément bien pour Haïti, tant il faut avoir peur de l'entrée en masse des populations dans l'arène politique. Donc, c'est pour ça que j'ai tantôt que peut-être son passé fasciste peut nous expliquer pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Au final, si le texte de Catalogne fait preuve d'un niveau de complexité plus élevé et à une attention plus prononcée pour un public occidental que celui de Fourcan, tous deux récupèrent le fond de ce qui constituait le travail des apologistes du duvalierisme, notamment la présentation de Duvalier comme un homme qui avait accepté la charge de la présidence malgré lui et proposer un projet politique novateur pour Haïti. C'est sans doute de Catalogne qui résume le mieux cette tendance en affirmant que pour certains, la politique est un jeu, parfois un métier, pour d'autres, c'est un sacerdoce. Donc, vous voyez un petit peu à quoi sont les écrits. Je n'ai pas fait honneur à de Catalogne du tout, mais bref, je pense que vous avez eu l'idée générale. Donc, merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Et je suis désolé, j'ai oublié de dire à tout le monde que vous êtes en train de faire votre doctorat à l'Université de Montréal.
Et maintenant, on revient à quelqu'un qui est en train de faire la recherche à l'UQAM, François Lafontaine, l'amoureux, qui va nous parler des cœurs de pierre, belle phrase, les associations des... Aïe, 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 je peux même pas lire mon propre écriture. Les associations des vétérans de l'Illinois et la construction des monuments dédiés aux morts de l'Union 1877 à 1917. La parole est à vous. Donc, bonjour, je m'appelle François Lafontaine-Lamoureux. Je suis étudiant gradué de la maîtrise à l'UQAM. Moi, j'ai travaillé durant la maîtrise sur les monuments dédiés aux morts de la guerre de sécession, des soldats de l'Union et du rôle des associations de vétérans et dans leur construction, mais aussi dans toute la consommation, si on veut, de monuments en Illinois de 1877 à 1917, soit de la fin de la reconstruction américaine après la guerre et jusqu'à l'entrée en guerre dans la Première Guerre mondiale des États-Unis en 1917. Aujourd'hui, je veux me concentrer surtout sur 3 moteurs importants de commémoration de l'Illinois. Et principalement, non pas nécessairement de faire une analyse sémiotique du monument en soi, mais de montrer comment ces groupes et ces associations sont responsables de la conception, du financement, mais aussi de la consommation du monument, soit de l'intégration de ces statues, de ces pierres tombales ou de ces marqueurs mémoriels en général dans les différentes cérémonies commémoratives. Donc, la première association d'importance, c'est la Grande Armée de la République, ou Grand Army of the Republic en anglais. C'est l'association de vétérans de l'Union la plus importante aux États-Unis de l'époque. Et les archives de l'association sont de nature très variée, ce qui nous permet vraiment d'observer la construction de monuments sous plusieurs angles. Ils ont entre autres, un organe de communication, soit un journal publié régulièrement qui s'appelle le National Tribune, dans lequel sont partagés des essais, mais aussi simplement le reportage de certaines cérémonies commémoratives, de différentes inaugurations de monuments, et j'en passe. Ensuite vient l'association Women's Relief Corps, qui est l'auxiliaire principal de la Grande Armée de la République, qui est composé non seulement de veuves, de mères et d'orphelines, de vétérans ou de morts unionistes, mais aussi de toutes sortes de femmes avec de l'expérience du terrain durant la guerre civile américaine ou des femmes dont la guerre a pénétré assez profondément dans leur foyer pour qu'ils désirent s'impliquer un peu justement dans les différentes commémorations et dans toute la vie associative. C'est l'association qui va vraiment s'assurer de la pérennité des cérémonies commémoratives au-delà du 19e siècle. Et finalement, aussi, les vétérans vont s'impliquer dans l'édification de statues en dehors de ces associations-là, sous la bannière de plusieurs commissions de monuments relativement indépendantes qui travaillent surtout avec financement de l'État à la construction de grands monuments nationaux. Entre autres, en ce qui nous concerne cet après-midi, je vais me concentrer vraiment sur la Lincoln Monument Association, qui est l'association responsable de la conception et de la construction du tombeau d'Abraham Lincoln au cimetière d'Oak Ridge à Springfield, la capitale de l'Illinois, et non le monument, le Lincoln Memorial à Washington sur le Washington Mall. En face du Washington Monument. C'est pas le Lincoln assis dans la chaise, c'est vraiment le tombeau au cimetière. J'ai des photos en fin de PowerPoint. Déjà durant la guerre de sécession, certaines statues sont en voie d'être construites. Au début, les monuments, tout comme les commémorations, se concentrent surtout sur le deuil et la célébration du sacrifice à la mémoire des morts. Il y a plusieurs historiens qui ont travaillé là-dessus, dont Drew Gilpin-Foss, qui ont très bien présenté l'omniprésence de la mort dans la période post-bellum, puis le besoin des Américains, tant au nord et au sud, de faire le deuil et de donner un sens à la perte de milliers de soldats. Et c'est ce qui va vraiment être une force dans la réunion sectionnelle, c'est-à-dire la réintégration du sud des faits, si on veut, au reste du pays. La construction dédiée
de monuments dédiés aux morts de la guerre connaît vraiment son apogée entre 1890 et 1917. Comme le contexte dans lequel évolue la construction de monuments change dramatiquement entre la fin de la reconstruction et l'entrée en guerre américaine, la nature des commémorations évolue aussi. La construction de monuments et la définition d'une certaine mémoire de la guerre sont déterminés par la volonté des auteurs de cette mémoire ou de ces cérémonies commémoratives pour les préserver et transmettre aux générations futures leur histoire. Et lourde de valeurs et d'idéaux, elle change au fur et à mesure que les populations vieillissent, mais surtout que la population qui a vécu la guerre civile vieillit elle-même et que ce sont leurs descendants qui prennent un peu le contrôle de ces commémorations-là. Donc, la Grande Armée de la République, je l'ai mentionné déjà, c'est l'association de vétérans la plus importante au pays au 19e siècle. Au départ, c'est une association qui est créée à des fins de lobbyisme pour s'assurer du bien-être de ses membres, puis la réintégration ou la réinsertion des vétérans au sein d'une société qui est maintenant libérée de l'esclavage. Puis elle se réoriente après vers une participation beaucoup plus active dans la vie publique dans les années 1880. Puis leur contribution devient très variée. Le réseau transnational, parce que c'est une association qui s'étend à l'échelle du pays, lui permet de s'impliquer dans la construction d'une quantité faramineuse de monuments et de différents marqueurs mémoriels. C'est une association qui a été fondée en Illinois, à Decatur, le 6 avril 1866. Et la caractéristique principale de l'association est d'être extrêmement exclusive. C'est-à-dire que l'adhésion est réservée aux vétérans de l'armée de l'Union, des différents corps d'armée, qui ont servi entre avril 1861 et avril 1865. Ça fait en sorte que la Grande Armée de la République est vouée à s'éteindre, dans le fond, avec le décès de son dernier membre. Contrairement aux autres associations qui sont plutôt de nature héréditaire, comme celle de la Sons of Union Veterans of the Civil War ou les associations de femmes telles que la Women's Relief Corps, Daughters of Union Veterans of the Civil War ou les autres Ladies of the Grand Army of the Republic qui sont encore actives. L'association est organisée par chapitre local et la localité est vraiment importante dans la construction de monuments. Et puis, même ces chapitres-là, ou appelés posts, sont nominés ou sont nommés, même la nomination de ces postes et ces chapitres est de nature commémorative. Le titre du chapitre lui-même est déterminé selon le nom d'un soldat unioniste mort au combat. Et puis, chaque poste, il y en a à peu près 800 à travers le pays au complet. Chaque poste ne peut avoir le même nom. Donc, c'est vraiment une manière de commémorer déjà des soldats tombés au combat. La dernière convention nationale de l'association a été tenue en 1949, soit longtemps après la fin de la guerre civile en 1865. Et son dernier membre, Albert Wilson, est décédé à l'âge de 109 ans en 1956. À partir des années 1880, donc, la Grande Armée de la République commence à s'impliquer davantage dans les différentes pratiques commémoratives. La majorité des monuments bâtis à l'époque ont en commun deux caractéristiques principales. Ils sont issus d'initiatives locales. Ils ont pour sujet surtout les vétérans et leur rôle de vétérans comme soldats citoyens dans la guerre de sécession. Puis, c'est quelque chose, en fait, qui vient un peu... c'est une affirmation un peu qui vient au contraire de ce qu'on s'imagine naturellement. D'abord, on s'imagine souvent, quand on parle de monuments de guerre, des grands monuments nationaux, mais la plupart des marqueurs mémoriels se retrouvent dans des petites municipalités qu'on retrouve à travers l'État d'Illinois, quand on pense à cet État-là. Ils sont surtout des pièces, par exemple, des pièces d'artillerie désaffectées ou des statues assez humbles qui représentent un soldat d'infanterie ou encore de simples plaques commémoratives dans des places publiques ou sur les façades de bâtisses. Et puis, la Grande Armée de la République, dans sa nature, jouit en fait, représente ces mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que les chapitres ont une influence qui est surtout locale, même si elles sont
elles font partie d'un ensemble qui est plus grand. Leurs travaux se font surtout sur la scène locale. Et puis, l'association est vraiment conçue dans le but de soutenir le vétéran de l'Union. Les communautés, quand ils font affaire avec l'association dans la construction de différents monuments, le font à la fois à des fins de légitimité et d'authenticité à leur entreprise. Mais aussi, dans ce sens-là, même si les vétérans de l'association touchent à plusieurs facettes de l'édification de monuments, c'est rare qu'ils sont responsables de leur construction en entier, c'est-à-dire la conception de la statue ou du marqueur, peu importe la nature, le financement, la recherche de contracteurs, des sculpteurs, et jusqu'à la consécration et l'inauguration et l'entretien des statues par la suite. Donc, c'est rare que les vétérans de la Grande Armée de la République soient en charge complète du processus du début à la fin. Et puis, en ce qui concerne aussi les cérémonies commémoratives qui vont avoir lien avec ces monuments-là, c'est rare, en fait, que la Grande Armée de la République travaille à partir d'une initiative, en fait, qui travaille à partir d'une instance supérieure. C'est-à-dire que souvent, les postes ou les chapitres locaux vont agir de manière relativement autonome. Ordonnant, par exemple, la participation aux cérémonies de Memorial Day, soit le jour du souvenir, le commandant en chef de l'association recommande justement aux différents postes d'organiser les cérémonies de manière indépendante à partir de 1877. Elles sont donc particulièrement actives durant ces cérémonies du jour du souvenir, mais elles le font pas, par exemple, en lien avec les autres départements des autres États. Ce sont pas des constructions de monuments en soi, mais les activités s'y rattachent quand même beaucoup, et les statues y sont présentes plus souvent qu'autrement. En fait, c'est l'aspect qui nous intéresse le plus, c'est la manière dont ces monuments-là sont insérés dans ces pratiques commémoratives. La décoration de tombes est une pratique qui représente vraiment la manière dont la pierre est intégrée aux différentes processions et à la culture commémorative et évidemment ou éventuellement à la mémoire collective. À chaque année, ce sont les vétérans qui délibèrent sur la nature de la fête. Souvent, ils sont responsables de l'organisation des processions et du choix des musiciens, de la coordination entre les différents postes il y a lieu et de l'endroit où sont prononcés les discours du jour, et les célébrations sont régulièrement liées à un monument ou à un marqueur quelconque. En 1888, par exemple, il y a une cérémonie qui est décrite dans le journal du National Tribune, et les membres se réunissent à l'ombre du tombeau de Lincoln à Springfield. La participation des vétérans membres aux constructions de monuments est relativement faible, ou du moins difficile à retracer jusqu'en 1896. Le tableau qui suit, en fait, est tiré d'une liste du département d'ordonnance de l'armée fédérale qui note toutes les pièces d'artillerie désaffectées qui ont été prêtées à des fins de commémoration à différentes associations. Le 22 mai 1896 est passée une loi qui permet aux différentes associations d'emprunter ces pièces d'artillerie-là sans restriction. Le gouvernement américain se dote par contre du droit de reprendre ces pièces à sa guise. Et de ce fait, la plupart des marqueurs qui sont mis sur place grâce à ces prêts sont plus visibles aujourd'hui parce que les pièces d'artillerie ont été reprises par l'armée fédérale et fondues en obus à la veille de l'entrée en guerre en 1917. Donc, ce qui est important à noter dans le tableau, c'est juste de remarquer à quel point cet acte du Congrès du 22 mai 1896 a permis à la Grande Armée de la République d'emprunter des monuments par rapport à tous les autres prêts qui ont pu être faits dans les 30 ans qui ont précédé. Les associations de femmes ont été aussi actives, sinon plus actives même que les associations de vétérans dans la construction de monuments. Le caractère exclusif de la Grande Armée de la République a fait en sorte que plusieurs associations analogues ont vu le jour durant l'ère réconciliationniste. Et puis, étant réservées aux hommes et les vétérans de la guerre, les femmes et les descendants de ces soldats-là ont pu participer aux commémorations que sous la bannière de leurs propres associations. Aujourd'hui, le Women's Relief Corps est encore actif dans la gestion d'archives et dans la classification de différents sites historiques.
traite des vétérans de l'Union. Et au sud, l'influence de ces femmes a été vraisemblablement beaucoup plus importante avec des associations comme la United Daughters of the Confederacy, dont on peut négliger le rôle dans la réunion nationale. Le département de la Women Relief Corps a été organisé à Decatur, en Illinois, en 1884, en partenariat avec d'autres femmes de l'Ohio. Les deux départements de l'association ont été fondés le même jour. À l'époque, on comptait que 157 membres fondateurs et elle est toujours en activité aujourd'hui. Et à la fin de la période étudiée, elle continuait encore ses activités d'éducation patriotique. Justement, son penchant pour l'éducation patriotique a fait en sorte qu'elle laissait une trace durable dans les différentes communautés, puis c'est ce qui lui a permis de perdurer jusqu'à aujourd'hui. Cette association participe beaucoup au financement de plusieurs monuments dès le début. Éventuellement, elle va être elle-même responsable en entier de l'édification de plusieurs plaques commémoratives et de statues de tous les genres. En 1991, elles envoient même des délégués à la convention annuelle de la Grande Armée de la République de Boston pour examiner les méthodes de financement et aussi s'inspirer de plusieurs concepts de statut pour justement fonder leur propre commission au sein du département d'Illinois pour solliciter du financement et entamer la construction de marqueurs de mémoriel par elles-mêmes. Elles participèrent aussi, entre autres, en 1895, aux réunions entre l'État de l'Illinois et la commission responsable du tombeau d'Abraham Lincoln dans le but d'assurer le transfert de tutelle du monument à l'État. Les membres de la commission n'étant plus en mesure d'assurer l'entretien du site. Le rôle de ces femmes était toutefois limité, puis elles ont pu assister sellement aux réunions préliminaires, mais elles furent néanmoins présentes sur le site. Et puis, le 12 février de la même année, elles ont contribué à l'élaboration des cérémonies entourant l'anniversaire de Lincoln. Les membres de cette association-là, aussi de la Women Relief Corps, ont aussi tenu à souligner le rôle des femmes dans la guerre civile en bâtissant des monuments dédiés à celles qui ont joué un rôle particulier durant la guerre et durant la reconstruction américaine. Le premier marqueur public de ce genre fut une plaque de bronze dédiée en 1903 à une ancienne membre et infirmière durant la guerre, Emily Lippincott, à Decatur. En 1904, elle consacra aussi un monument à Chicago dédié aux veuves de l'Union. Puis ces monuments furent érigés pour commémorer le sacrifice des femmes comme elles qui sont restées dans leur communauté. Et ça témoigne vraiment de la portée des événements de 1861 à 65, soit de la guerre civile américaine. Puis au même titre aussi qu'il y a eu l'identification de tombes pour des vétérans de l'Union, ces femmes se sont engagées à marquer la participation des autres membres de l'association en marquant des pierres tombales. Donc, tout comme les vétérans de l'Union, certaines de ces femmes sont mortes soit dans des camps ou dans le sud, et puis on peut plus avoir de pierres tombales avec leur nom. Et puis, il y a eu des vagues, justement. En fait, il y a eu des départements d'organiser ou des commissions d'organiser au sein du département d'Illinois pour marquer les pierres tombales et retrouver le nom de ces femmes qui ont été portées disparues. Finalement, rapidement, l'État de l'Illinois est aussi subventionnaire important de la construction de monuments, mais par l'entreprise de commissions et d'associations. Ces groupes ont une certaine influence, puis on a une certaine influence, mais ils sont pas nécessairement la conception de ces monuments-là vient pas nécessairement de l'État. Soit c'est l'État qui les finance, mais elles sont vraiment organisées par, entre autres, surtout des vétérans, mais aussi des membres qui sont assez indépendants. Donc, même si leur fonds vient surtout de l'État de l'Illinois, la National Lincoln Monument Association œuvre de manière relativement indépendante. Elle a été formée en 1865 et même si elle précède quand même assez la période étudiée, on voit vraiment avec les activités de cette association-là comment les vétérans ont su, si on veut, s'occuper ou entretenir le monument au-delà un peu de la construction initiale. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps de terminer, mais juste par exemple, c'est ces associations
qui a organisé les rénovations et le transfert de la crypte du corps de Lincoln, l'identification du corps et toute la restauration de la crypte en 1903. Et puis, pour terminer rapidement, en fait, en général, les vétérans ont voulu d'abord et avant tout commémorer leur participation volontaire à la guerre en créant ainsi l'image mythique du citoyen soldat. On suggère pas que ces exploits ont été un mythe au départ, mais plutôt que ces représentations ont pris des proportions herculéennes à cause de toute la place qui a pris compris les vétérans dans la création de la mémoire de la guerre. Les femmes, de leur côté, dans les rangs de la Women's Relief Corps, ont fait à peu près la même chose, voire davantage. Parce que le patriotisme que ces femmes ont popularisé dans leur participation aux différentes cérémonies ou dans la construction de monuments était beaucoup plus explicite. Et puis, on voit qu'elles sont encore actives bien au-delà de 1917. Ce qui a été curieux de découvrir avec cette recherche, c'est que même si les travaux qui m'ont inspiré au départ ont présenté des vétérans qui voulaient se rappeler un héritage émancipationniste de la guerre et non nécessairement unioniste, c'est-à-dire qui célèbre l'abolition de l'esclavage, il semble que cet aspect-là a été relativement absent de la construction de monuments, du moins à l'échelle locale et dans la majorité. Très bien. Merci pour ces 2 interventions extrêmement intéressantes. Et maintenant, on a des questions qui sont bien. Que je peux en poser une, peut-être? Absolument. Moi, j'en ai quelques-uns aussi, donc, mais vas-y. OK, parfait. Ma première question va s'adresser à François. 2 petites questions. La première, c'est vraiment juste à titre indicatif parce que je suis pas certaine d'avoir saisi à 100%. Tu as parlé tu as parlé de l'Illinois et je me demandais pourquoi l'Illinois en tant que tel au lieu de Washington ou de d'autres, par exemple, États. Donc, juste préciser l'Illinois, ou si tu l'as déjà mentionné, je suis désolée, je l'ai juste pas saisi quand tu l'as dit. Puis, une vraie question. Tu as parlé de l'apogée de la première institution sur la République qui a été de 1890 à 1917. Et je me demandais, tu as mentionné après la population qui vieillissait et que c'était la descendance qui prenait contrôle de cette institution-là et des monuments. Est-ce qu'il y a, avec la population qui a vieilli et qui a changé en tant que telle, est-ce que les formes des monuments ont changé aussi? Est-ce que en fait, est-ce que ce remerciement-là pour ces soldats-là a changé de forme ou c'est resté essentiellement des bâtiments construits de formes semblables? Pour la première partie, en fait, l'Illinois, c'était un peu de préférence personnelle et aussi un peu parce que beaucoup de ces associations-là ont été fondées là-bas. La Grand Army of the Republic a été fondée en Illinois. Et puis, il y a aussi, il y a le tombeau de Lincoln qui est un monument assez important. Et puis après, je dirais que c'est aussi à des fins pas nécessairement pratiques, mais juste la manière dont les archives ont été conservées, les archives de la guerre civile et de la reconstruction. En fait, étant donné que Lincoln était président durant la guerre civile, c'est là qu'il y a le plus de documentation, puis ça fait en sorte qu'il y a peut-être un peu plus un certain foisonnement de culture commémorative par rapport à Lincoln. Et puis pour la deuxième partie aussi de la question, oui, les formes ont été changées. Je pourrais pas vraiment, je peux te donner peut-être un exemple d'un monument que j'ai observé personnellement, mais j'ai pas vraiment fait d'études sémiotiques. Ça, j'ai pas étudié la nature et la forme des monuments tant que les hommes et les femmes qui étaient derrière, disons, la construction en soi. Mais peut-être, par exemple, le tombeau d'Abraham Lincoln, au départ, en fait, c'est qu'une obélisque avec Lincoln un peu plus grand que nature en face. Et puis, au tournant du siècle, a été rajouté 4 autres piliers autour avec des bronzes qui ont voulu représenter chaque corps armé si on veut, de l'armée américaine, soit l'infanterie, la marine ou l'amirauté, la cavalerie, puis l'artillerie. Mais ces statues-là ont été
ont été installés par la suite. Et puis, dans le processus un peu de conception de ces bronzes, a été aussi suggéré des statues représentant, si je me souviens bien, je crois, liberté, l'égalité, puis la démocratie ou quelque chose du genre. Et puis, ces idées-là ont été rejetées. Donc, ce que j'ai compris, c'est que vraiment, alors que les États-Unis se lançaient dans une espèce d'impérialisme, ils ont plutôt voulu commémorer, si on veut, le caractère martial du personnage de Lincoln plutôt que de le présenter comme un grand émancipateur. Et puis, dans ce sens-là, je pense que c'est là vraiment aussi qu'a été mis de côté toute la question de l'abolition de l'esclavage dans certaines commémorations. Puis, cette espèce, puis cet aspect martial a pris le dessus pour célébrer un patriotisme qui a permis au Sud d'être mieux réintégré dans le reste du pays, puis un peu de jeter l'eau sur le feu après les animaux, d'éteindre les flammes de la sécession et puis de permettre justement au nord et au sud de se réunir. Et puis ça a été fait, je dirais, plus, disons, aux dépens des millions d'esclaves affranchis et de leur mémoire à eux et de la mémoire des soldats noirs qui se sont battus pour l'Union aussi. Très bien. Pas d'autres questions ou est-ce que ça va? Je vais m'imposer. Bon, OK, très bien. OK. Ma question, c'est pour Virginie. Donc, tu vas mentionner que Duval, souvent, il adoptait une image qui rappelait beaucoup le vaudou. Moi, personnellement, je connais vraiment pas ça au niveau de la culture. J'ai peut-être une image vraiment très stéréotypée du vaudou aussi, comme beaucoup de monde peuvent l'avoir. J'aimerais ça comprendre pourquoi il a décidé exactement de s'associer au vaudou, parce que moi, dans ma tête, c'est pas nécessairement positif. Donc, je ne sais pas si tu peux comme éclairer ou démêler ça un petit peu. Oui, faut dire que déjà, je suis pas spécialiste du vaudou en soi. J'ai étudié en histoire et mes connaissances du vaudou, elles sont surtout limitées à quel point est-ce que ça a aidé l'appareil étatique. Mais à mon avis, pourquoi Duvalier a fait ça, c'est parce que je parle dans un pays qui, techniquement, sur papier, est majoritairement catholique. La plupart des Haïtiens à l'époque sont catholiques roumains. C'est sûr qu'on commence à avoir une montée du protestantisme déjà dans les années 60-70, mais rien comparé à ce qu'on a comme aujourd'hui, on peut-être 30% de la population se dit protestante. Mais le vaudou, c'est l'autre religion qui est massivement pratiquée. Donc, contrairement au Occident, où est-ce que vraiment, si on est catholique, on n'est même pas protestant, on ne se parle pas, là. En Haïti, les deux peuvent très bien coexister. On peut être catholique le matin, le dimanche matin, on est catholique, dimanche soir, on est vaudouisant. Donc, il n'y a pas nécessairement... c'est sûr que c'est mal vu de faire ça. Je veux dire, on vient d'arriver en Haïti, je dirais, depuis la chute de Duvalier, depuis 86, mais surtout depuis les deux mandats d'Aristide. Donc, le premier mandat en 91, le deuxième mandat en 2004. C'est là qu'on a commencé à avoir une plus grande acceptation du vaudou. Comme par exemple, maintenant, si vous voulez être politicien en Haïti, vous allez des fois aller rencontrer les grands chefs vaudous, ce qui aurait été impensable à une époque. Donc, ce que Duvalier faisait était assez novateur parce que c'était pas une manière totalement ouverte, mais il y avait assez de rumeurs et assez de personnes qui parlaient du fait que il y a des cérémonies dans le Palais National, il y a des zombies qui rôdent autour, il y a des zombies également dans le Palais National. Donc, est-ce que tout ça, c'est vrai? C'est ça que je disais tantôt qu'il nous faut plus de recherche, mais après, combien de personnes vont témoigner? Oui, moi, j'ai vu des zombies et tout ça. Donc, juste au niveau méthodologique, c'est assez compliqué. Mais le fait de le faire est important parce que, veut pas, il y a cette manière de l'historiographie haïtienne de voir un petit peu le vaudou comme étant la vraie religion de la masse. Moi, j'aime pas tellement cette manière de parler parce que je trouve que ça devient un peu essentialiste et une façon de voir comme les gens à Port-au-Prince sont des bons catholiques et les gens dans les campagnes sont des bons vaudouisants, mais le fait est que c'est vrai que dans les campagnes, c'est une religion qui est quand même assez pratiquée. D'ailleurs, je parlais de 46 tantôt. 46, c'était une date importante parce que le président qui était là avant du Marseille estimé, Élie Lescaut, avait fait toute une campagne. En fait, c'est pas lui qui l'a lancé, mais il avait participé à une campagne contre le vaudou où les Haïtiens devaient publiquement renoncer aux superstitions. C'est une manière de parler du vaudou. Donc, le fait que Duvalier, lui, était prêt à s'identifier officiellement ou officieusement à l'idée du baron samedi, c'était pas rien. Ça voulait dire qu'il pouvait
symboliquement parler, encore une fois, entrer en communion avec beaucoup de personnes, donc pas seulement avec les intellectuels haïtiens, mais aussi avec les paysans qui, eux, allaient immédiatement reconnaître ces symboles-là, que ce soit son chapeau, que ce soit sa manière de se tenir, que ce soit la voix très nasale qu'il avait. Donc, ils allaient tout de suite comprendre ça. Donc, je ne sais pas si je réponds un peu à la question, mais c'est pour ça que c'était quand même c'est quelque chose d'important, cette double identification-là. Oui, merci. Ça répond définitivement à la question. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Il me reste 60 secondes et je vais en profiter pour demander, au début de votre intervention, j'ai entendu que les historiens ont participé à ce projet, comme d'autres intellectuels. Pas moi? Ah oui, excuse-moi. Virginie. Pourquoi? Est-ce que c'était par intérêt personnel? Est-ce que c'est parce qu'ils voulaient faire partie d'un projet de construction d'identité nationale? Est-ce qu'ils étaient naïfs? Quelles étaient les raisons derrière cette volonté? Écoutez, comment répondre à cette question rapidement? C'est sûr qu'il y a toutes sortes de raisons. Je suis sûre qu'il y a des gens qui l'ont fait uniquement par opportunisme. Je suis sûre qu'il y a des gens qui l'ont fait parce que ne veut pas, c'est un régime dictatorial. Alors, à la fin de la journée, vous dites non à Duvalier, bonne chance après. Hein, je veux dire, vous pouvez disparaître, votre femme peut être violée, ainsi de suite. Donc, les conséquences sont assez graves. Cela dit, moi, ce que je pense qu'il faut retenir, et c'est un aspect qui est assez important du duvalierisme, que j'ai pas mentionné parce qu'il revenait presque pas dans les textes que j'ai sélectionnés pour la présentation d'aujourd'hui, mais s'il faut regarder l'ensemble de la pensée du duvalierisme, il faut en parler, c'est la fameuse question de couleur en Haïti, cette façon où historiquement il y a eu, si on veut, un certain antagonisme entre les Haïtiens issus des milieux élites et mulattes. La élite ne veut pas dire mulatte, mais bon, pour faire plus vite, on va dire que c'est ça, mais c'est pas vrai, c'est pas vraiment ça, mais pour rendre ça plus simple. Et l'autre élite haïtienne qui est une élite à la peau foncée. Maintenant, j'ai parlé de l'occupation américaine et l'impact que ça a eu sur Duvalier. Duvalier, lui, faisait partie de ces jeunes qui ont été qui se sont sentis particulièrement insultés par l'occupation américaine, non seulement parce que le territoire haïtien était occupé, mais aussi parce que les Américains, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont un petit peu utiliser cette question de couleur-là à leur avantage en mettant dans des postes de hauts fonctionnaires des personnes mulâtres, ce qui va frustrer toute une génération de Noirs. Là, je mentionne tout ça parce que c'est beaucoup de ces anciennes personnes-là que Duvalier va... c'est eux qu'il va un peu récupérer pour écrire la doctrine duvalieriste. Donc, c'est un paquet de gens qui ont eu toute leur frustration de jeunesse dans leur vingtaine et trentaine frustrés, des gens qui étaient techniquement assez éduqués, qui n'ont pas nécessairement eu accès à des postes à cause de la couleur de leur peau. Et là, c'est quand même assez surprenant. Et en Haïti, dans un pays où est-ce que la majorité est noire, mais avant 46, donc avant, par exemple, l'élection du Marseille estimé, une personne qui avait peut-être ma couleur de peau, premièrement, je suis une femme, oubliez-moi, je n'existais pas, mais une personne qui avait ma couleur de peau, elle n'aurait pas nécessairement eu un poste où est-ce qu'elle aurait eu une grande visibilité dans l'appareil politique de 1915 à 1946. Donc, c'est une génération au complet. Donc, ça, c'est une des raisons pourquoi des personnalités comme René Piquion, qui était un historien quand même assez important, qui va écrire plusieurs ouvrages sur la négritude, donc il va beaucoup s'intéresser à ce qui se passe en Afrique avec la décolonisation, il va beaucoup s'intéresser à des figures comme en Martinique, comment est-ce qu'il s'appelle encore? Aimé Césaire, voilà. Donc, Aimé Césaire va un peu s'éloigner de lui quand il va comprendre ce qui va se passer en Haïti. Mais voilà, donc, il y a des gens comme ça qui vont le faire vraiment par opportunisme. Et également, c'est aussi le fait que, comme je disais tantôt, Duvalier lui-même se voyait comme étant un intellectuel. Donc, souvent, en fait, dans tous les ouvrages que j'ai pu recenser pour ce chapitre-là, on va voir que quand l'ouvrage est imprimé aux presses de l'État, il y a toujours le CV de Duvalier. Et dans son CV, ce qu'on met, c'est tous les ouvrages qu'il a publiés. Pas nécessairement le fait qu'il a été docteur, ça c'est quand même assez bien. Malgré le fait qu'on l'appelle Papadoc, ce qui est vraiment mis de l'avant, c'est le fait que Duvalier était un ethnologue, qu'il était un historien, qu'il était un sociologue. En fait, il y avait tous les titres possibles et imaginables. Il prétend pas avoir fait toutes ces études-là, mais il y a tout un corpus de ses écrits qui revient dans l'œuvre qui s'appelle, j'en ai parlé, c'est le problème des classes à travers l'histoire d'Haïti. Donc, ça va être repris dans les œuvres essentielles. D'ailleurs, ça va être le premier ouvrage qui va être repris. Et ça, en fait, c'est un amalgame de trucs qu'il a écrit pendant les années 30 qui a été mis dans un livre. Donc, en fait, on se finit par se rendre compte que plusieurs fois, Duvalier fait que republier sur des noms différents. Mais c'est ça. Donc, je dirais que Duvalier va instrumentaliser la question de couleur parce que, comme je le mentionnais, de Catalogne, il est presque blanc. Hein. Il est presque blanc, il est carrément un fasciste. C'est assez intéressant de voir des idées du fascisme français des années 30 être récupérées dans les années 60 en Haïti. Mais après, Duvalier, il a une vision assez essentialiste de qu'est-ce que c'est qu'un noir, qu'est-ce que c'est qu'un blanc. Et en même temps, il va chercher ses alliés où est-ce qu'il les trouve. Donc, il y a une multitude de raisons qui peuvent expliquer ça. Mais oui, c'est quand même assez déplorable. Je pense que j'ai une diapositive où est-ce que je mentionne des noms, mais ce sont tous
ce sont tous des personnes que si vous avez un peu étudié l'histoire d'Haïti, vous vous intéressez à Haïti, sont des noms très connus, comme Jean Price Mars, qui était un intellectuel très important des années 20 et 30. Il va être Duvalier, malgré lui, c'est plus parce qu'on va prendre ses idées, qu'on va les utiliser, et à la fin de sa vie, il meurt en 69, donc il a le temps de voir la dégradation totale d'Haïti. Il va écrire une lettre ouverte à René Piton, dont je parlais tantôt, pour vraiment se distancer du dualisme et dire vous avez pris mes écrits comme ça, mais moi, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Il va crever quelques temps après. Mais, ok, c'est peut-être pas poli de dire comme ça, en plus, c'est enregistré. Il va mourir, pardon, quelques temps après. Et donc, c'est pour vous montrer que oui, il y a toutes sortes de raisons qui expliquent pourquoi ça a été fait, mais je pense que c'est entre autres parce que Duvalier lui-même allait chercher ces éléments-là, parce qu'il voulait vraiment montrer que, oui, d'accord, il y a des gens qui disparaissent et qui meurent, mais on fait ça au nom de quoi? Au nom de quelque chose de plus grand, au nom d'une révolution. Duvalier va souvent se présenter comme étant un leader du tiers-monde. Il va jouer beaucoup sur ça, leader du tiers-monde quand il parle à l'Afrique noire, mais sinon, Haïti, c'est un pays occidental lorsqu'il parle à la France. Donc, il va vraiment jouer là-dessus. Et je ne l'ai pas mentionné, mais la doctrine du valériste, dans le fond, elle est tout bord, tout côté, au fait. Je veux dire, les quelques éléments qu'on retrouve tout le temps, c'est Duvalier, le sacrifié qui travaille au nom de la nation. La nation, c'est lui aussi. Donc, en fait, il le dit à un moment donné dans ses discours, je suis la nation, je suis Haïti. Donc, j'espère que je réponds un peu à votre question, mais oui. Mussolini a dit la même chose. Ils l'ont tous dit, hein, j'ai l'impression. Je pense que c'est populaire, ça. Très bien. Et puis, on a une dernière question. François d'Alexandre Vaillancourt. François a parlé des postes et des chapitres de la Grande Armée de la République, postes qui portant le nom de soldats. Comment choisissait-on les noms? Est-ce qu'il y avait une signification? En fait, c'était les membres eux-mêmes qui fondaient leur poste. Donc, dès qu'il y avait une communauté ou un village ou une petite communauté ou une région ou un comté ou peu importe, qui avait plusieurs vétérans, qui connaît plusieurs vétérans, mais eux s'associaient ensemble et formaient un poste, dans le fond, sous la bannière de la Grande Armée de la République pour bénéficier de toutes sortes de services. Et puis souvent, à ce que j'ai cru comprendre, c'est que le nom choisi était quelqu'un qui était mort dans leur communauté. Et puis la signification, c'est vraiment pour commémorer cette personne qui en vient à représenter le reste, si on veut, des soldats qui sont morts durant la guerre civile ou guerre de sécession, pardon. Très bien. Merci beaucoup à tout le monde et surtout nos deux intervenants pour ces excellentes présentations et bonne continuation. Oui, donc merci beaucoup. Je remercie une dernière fois François Lafontaine-Lamoureux, Virginie Belloni et encore une fois notre président Andrew Barros. Donc, on vous souhaite une excellente journée et merci beaucoup et bonne journée.